Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des Voltigeurs, aujourd'hui en compagnie de Chiara Operto. Bonjour, Chiara, merci beaucoup de me recevoir. merci à toi d'être parmi nous aujourd'hui. Chiara, est-ce que tu peux peut-être démarrer par te présenter rapidement aux jeunes, aux dirigeants Ouais. qui nous regardent aujourd'hui? Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, Chiara Operto, j'ai grandi principalement en Italie, en France. Parcours assez classique, classe prépa à Lyon, lycée du Parc. Peut-être que certains sont passés par là. Puis j'ai fait l'EDEC. Initialement, je voulais pas du tout faire de la finance. Au final, j'y suis allée. Donc je me suis spécialisée. Je suis partie à Nice. Et puis pendant mon cursus, j'ai fait plusieurs springs. Voilà, on pourra y revenir, plusieurs stages en M&A. Puis je suis partie chez Crédit Suisse à Londres, dans l'équipe Consumer Retail M&A. Et ensuite, je suis partie chez Databricks en sales pour ensuite monter ma boîte. Voilà, donc aujourd'hui, je suis la CEO de Edge Skills, de la fondatrice. Super, Voilà. merci pour cette présentation, on aura l'occasion de Oui. discuter de tout ça. Justement, si on revient un peu à la genèse de ton parcours, tu Ouais. parles du lycée du Parc à Lyon, ensuite l'EDEC, M&A à Londres. Ouais. C'est un parcours un peu idéal. Et tu disais que initialement, tu ne souhaitais pas vraiment te diriger vers la finance. Du coup, comment s'est Ouais. construit ton parcours? Tu avais quand même une idée derrière la tête? Alors, c'est vrai que moi, j'ai fait prépa pour la simple et bonne raison que je savais pas trop ce que je voulais faire. C'est vrai qu'au début, quand j'étais au lycée, je voulais faire ingénieur dans la chimie. Après, j'ai vite changé d'avis. Je voulais faire veto. Donc, j'étais un petit peu perdue. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, malgré tout, d'avoir des parents qui m'ont dit, bon, bah, fais la prépa si tu ne sais pas ce que tu veux faire. Dans tous les cas, j'avais pas trop le choix à ce moment-là, on pourrait y revenir. Et donc, je suis partie en prépa, j'ai découvert un petit peu les écoles de commerce. Mais c'est vrai que quand on est en prépa, on n'a pas le temps de se poser la question de ce qu'on veut faire vraiment. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que quand on arrive en école de commerce, on fait la fête, on se pose pas vraiment de questions sur la suite et sur les stages et toutes ces choses-là. Et quand je suis arrivée en école, moi, c'est vrai que j'aimais bien tout ce qui était start-up, écosystème start-up, mais on me parlait énormément de la finance. Moi, c'était pas du tout un milieu que je connaissais. Mes parents sont chercheurs en géophysique, donc rien à voir. Et en fait, en discutant forcément avec plusieurs personnes et en ayant compris aussi que c'était le métier qui allait m'ouvrir le plus de portes, qui était aussi, sûrement, peut-être par égo aussi, mais le métier pour les plus ambitieux et qui apportait aussi un matelas financier, au-delà du fait que c'était un métier quand même très complet, je me suis dirigée automatiquement vers la finance. D'accord, donc ça s'est fait vraiment en école. Ouais. C'est là que c'est Assez parti, quoi. rapidement, je veux dire. Mais après, je pense que on le voit, hein, et je le vois avec mes étudiants aussi, c'est que quand on arrive en école, on nous parle vraiment beaucoup de finance et on met un petit peu de côté, tu vois, par exemple, le métier de sales. Aujourd'hui, ça se démocratise un peu avec l'arrivée de l'IA, mais sinon, de base, personne ne parlait du métier de sales, tu Bien vois. sûr. Ok. Voilà. Et c'est intéressant ce que tu dis aussi. Tu as décroché plusieurs springs dans les boîtes, du coup, en M&A. Crédit Suisse, HSBC, JP Morgan. Ouais. Je sais que c'est quelque chose qui est très demandé. Mm. Du coup, comment tu t'y es pris? Ouais. Alors, c'est vrai que je pense que c'est peut-être dans ma nature que d'être comme ça, mais en fait, quand j'étais en L3, bon, j'avoue, je me suis perdue. Les 3 premiers mois, je faisais beaucoup de sport, je continuais le sport au niveau, je sortais beaucoup. Je pense que tout le monde sort énormément, surtout en sortie de prépa. Et en fait, c'est vers mars, il fallait que je trouve un stage d'été. Et j'ai commencé à poster mon horrible CV en rose sur LinkedIn. Et je me souviens, on m'avait contacté à l'époque pour travailler dans l'agence qui s'occupe des PME, donc les chargés d'affaires qui s'occupent des PME à Saint-Laurent-du-Var et donc toute la région PACA. Et en fait, pendant ce stage-là, bon, c'est vrai que je faisais des choses, j'ai appris, etc., surtout la relation client, mais c'est pas forcément ce qui me passionnait. Et pendant ce temps-là, en fait, je suis partie à Londres un week-end et j'ai rencontré énormément de jeunes qui, eux, en fait, voulaient faire de la finance et qui, eux, se préparaient déjà. Donc, c'est un petit peu ce voyage-là qui a fait que j'ai commencé à prendre connaissance de ces programmes avant mes camarades. C'est pour ça que j'étais un petit peu celle qui coachait, en fait, au final, mes potes. Et après, en fait, pendant l'été, donc de mon stage, où j'avais pas grand-chose à faire, parce que c'est 2 mois, c'est l'été, en fait, moi, je ponçais tous les podcasts, toutes les vidéos, je contactais des gens à Londres, j'ai commencé à utiliser LinkedIn, j'ai commencé à me renseigner, tu vois, aux US, ils étaient bien plus en avance aussi, donc je me renseignais énormément sur YouTube et tu as plein d'articles. Et j'ai commencé comme ça. Et de là, en fait, j'ai découvert que les banques organisaient des events. Donc, j'ai commencé à m'inscrire. J'ai commencé à contacter des gens. J'ai commencé à payer des trains. Genre, je me souviens, je payais 400 € Pour aller l'aller-retour. sur les events. Juste, Ah ouais. mais même au-delà des events, j'allais juste pour prendre un café avec un asso ou un MD, quoi. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé.
J'ai postulé partout. Bon, en vrai, avant, c'est vrai qu'il y avait moins de candidatures. Et en France, moi, typiquement, à l'EDEC, personne ou très peu connaissait ce genre de programme. Maintenant, ça s'est démocratisé avec les réseaux sociaux et merci pour ça. Mais donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. J'ai fait plein d'erreurs. Quand je regarde mes cover letters, mes trucs, c'était pas optimal. Mais c'est comme ça que j'ai commencé à mettre un pied dans le milieu. Ouais. En étant très curieuse et hyper proactive sur ces recherches. Quoi. Ouais, et contacter les gens. Moi, j'ai jamais eu trop cette peur de contacter les gens et de me prendre des murs. Je pense que c'est plus mon côté sportif qui m'a aidé à m'accompagner là-dessus. Donc, tu sais, j'osais, je posais des questions. Et puis, si on me répondait, tant mieux. Si on me répondait pas, c'est pas grave, quoi. Okay. Donc, voilà. Super clair. Et du coup, tu pars ensuite chez Crédit Suisse. Ouais. Tu as un CDI là-bas. Ouais. Ça dure quoi, une petite année, c'est ça? Ouais. Et ensuite, tu changes du coup de... Tu sors de Crédit Suisse. Ouais. Quel était ton cheminement à ce moment-là? Ouais, alors c'est vrai qu'on me pose beaucoup la question. Moi, initialement, avant même de rentrer chez Crédit Suisse, et je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, j'étais peut-être des personnes qui vraiment... Alors, et beaucoup me diront, mais c'est pas vrai, etc. Mais j'ai jamais fait le M&A pour me faire de l'argent. Enfin, uniquement pour la raison financière. D'accord. Pour la simple et bonne raison que j'aurais très bien pu... Enfin, moi, j'avais déjà en tête des idées de business. Voilà, je me suis loupée à plusieurs reprises, d'ailleurs, on pourrait y revenir. Mais j'ai jamais fait le M&A pour une raison financière. J'ai toujours fait le M&A, parce que c'était un métier qui était très ambitieux, en tout cas pour les gens ambitieux, que ça allait m'ouvrir n'importe quelle porte, que j'allais avoir accès à des gens quand même qui qui travaillaient avec les plus grands dirigeants d'entreprises au monde. Et parce que fondamentalement, ça me plaisait. Alors oui, forcément, je faisais beaucoup de slides et je faisais beaucoup d'Excel. Mais quand je travaillais sur Chanel, sur Gucci, parce que moi, j'étais spécialisée vraiment dans le luxe et ce qu'ils appelaient en anglais là-bas HPC, donc tout ce qui est personal care. En fait, je trouvais ça hyper cool de me dire, je travaille sur une boîte que je connais, dont j'aimerais être consommatrice, parce qu'à l'époque, les sacs, etc., je ne pouvais pas forcément me les payer. Et en fait, juste mettre un petit peu la patte dans la stratégie. Et moi, je me suis dit, si un jour je veux monter ma boîte, il faut que j'apprenne des plus grands. Donc, c'est pour ça que d'abord, j'ai fait du M&A et que j'avais absolument pas de crainte quant aux horaires. Enfin, j'ai toujours énormément travaillé. Donc, les horaires, ça ne me posait pas de problème. Et on pourrait y revenir, mais le M&A n'est pas fait pour tout le monde. Il faut savoir dans quoi on s'engage. Quand je suis chez Crédit Suisse, tout se passe bien. J'ai ma mentor. Comme vous le savez, moi, j'arrive fin juin. Et en octobre, moi, je me dis, OK, là, il va falloir que je cherche un autre truc parce que ça sent mauvais par rapport à UBS. Crédit Suisse n'allait plus trop bien. J'ai pas envie de me retrouver sur le carreau ou juste pas avoir de job. J'ai commencé à postuler. J'ai obtenu une offre pour juillet d'après. Donc, en novembre, j'avais déjà mon offre de CDI pour juillet d'après, en private equity. Donc, je reste encore un petit peu chez Crédit Suisse. En attendant, moi, je lançais une marque de vêtements de sport éco-responsable qui a été un échec, un flop, on pourrait y revenir. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais pas le temps de mener à bien un projet entrepreneurial et d'être en M&A. Et qu'en plus, j'avais dans 6 mois un job en private equity qui allait me demander beaucoup de temps. Donc, je commence un petit peu, et à ce moment-là, c'est un petit peu mon ex-copain qui me dit « Mais pourquoi tu ne trouverais pas, là, t'as 6 mois, en vrai, chez Crédit Suisse, tu vois, là, c'est en train de partir en dégringolade, pourquoi tu ne trouves pas un job où tu as le temps, où tu es bien payé ?» Parce que j'avais encore cette peur du manque vis-à-vis de l'argent. Je me disais « Je ne peux pas me permettre de pas faire d'argent. » Trouve-toi un job en sales. Lui, il avait fait la transition dans une boîte, et puis tu verras, si tu n'aimes pas, tu quittes et tu continueras en private equity. Donc, je ferai ce choix-là, un petit peu à contre-cœur. C'était très dur pour moi de partir parce que j'avais mis vraiment énormément d'efforts pour arriver à ce moment-là de ma jeune carrière. Je commence en sales chez Databricks. J'aime pas vraiment. Je trouvais que... ça se voyait, mais je préférais les gens M&A, je préférais l'ambiance M&A. Puis à Londres, on pourrait y revenir encore une fois, mais c'est incroyable. Tu rencontres tellement de gens de différentes cultures. Enfin, tu sais, c'est pas comme à Paris. M&A à Paris, j'aime pas trop. Enfin, tout le monde a sa routine. T'as pas cette ouverture-là. Et donc, j'aime pas trop, mais je me dis, bon, j'apprends au moins à vendre. Et j'ai vu à ce moment-là, en fait, que je commence à publier sur le sport. Ça marche pas trop. Et un jour, je poste un truc sur LinkedIn quant à la gestion des horaires en finance et le lifestyle et comment tenir sur la durée. Ce post explose. Je passe ensuite sur le live de Jocaris. Et là, ça explose. J'ai énormément de demandes. Donc, je parle à ma MD de Crédit Suisse. Et elle me dit, écoute, moi, mon rêve, ça a toujours été de créer une boîte. En vrai, avec ton CV, tu peux revenir si tu veux.
moi, en tout cas, je te garde et on pourrait y revenir encore une fois, mais c'est très important d'avoir un mentor et qui devient ton sponsor pour la suite de ta carrière. Donc, prends le risque en vrai et tu verras. J'ai commencé à poster énormément sur LinkedIn et à partir de novembre, je lance mon coaching et ça a marché. Donc, voilà. Un peu long, mais... Mais très complet. Et puis, c'est intéressant ce que tu décris depuis tout à l'heure. Tu as Ouais. toujours eu cette fibre entrepreneuriale. Même dans le M&A, c'était pour réussir à voir comment fonctionnait une entreprise. Avant du coup de parler d'EdgeSkill, Ouais. quel a été du coup ton cheminement entrepreneurial de A à Z, toi de ton côté, tes essais, tes échecs? Bien sûr. Alors, je pense que déjà, moi, j'aurais jamais pensé monter une boîte. J'ai toujours dit, j'avais, tu vois, quand j'étais petite ou même plus quand j'étais en prépa, j'avais quelques petites idées, je les notais, mais ça a toujours été des idées, soit dans l'éducation, moi, mon rêve, ça a toujours été, je créerais une école. Soit je créerais pas des formations, mais des moyens d'aider les gens qui n'ont pas accès à l'éducation pour rentrer dans le milieu du travail. J'ai toujours voulu ça et je l'avais noté sur mon carnet. J'étais plus jeune, j'avais 12-13 ans. Mais je me suis toujours dit, en vrai, j'ai pas d'idée, j'ai pas le temps. J'étais chez City 4h du matin un vendredi en stage. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, j'ai envie de le faire et je kiffe. Mais est-ce que il y a un sens à tout ça? Et là, je me dis, mais j'ai pas d'idée, j'ai aucune expertise, qu'est-ce que je fais? Et là, mes potes me disent, mais t'aimes quoi? Et j'ai dit, j'aime le sport, j'aime les habits, j'aime la mode, lance une marque de vêtements, essaye. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me renseigner, à comprendre et tout. Et en plus, c'était cool parce que chez Crédit Suisse, je bossais pour 2 marques de sport. Donc, en fait, j'étais vraiment dans le truc. Et donc, j'ai tout fait toute seule, les prototypes, le benchmark des usines, je suis allée démarcher, etc. J'avais commencé à avoir 50 ambassadeurs, des prototypes et tout. Sauf que, forcément, tu sais, t'as un petit peu peur, tu te lances sur les réseaux, mais d'un côté, tu fais pas d'argent. Je me suis vite rendu compte quand même que ce genre de business, avant d'être rentable, ça allait prendre du temps. Et je me suis dit, je vais quand même pas je vais quand même pas abandonner mon premier CDI pour un truc qui ne fonctionne pas, en tout cas qui n'est pas lancé. Et donc, en fait, je me suis rendu compte chez Crédit Suisse, t'as pas le temps. Quand tu es en M&A, t'es pas créatif. Donc, moi, je le disais, je suis plus créative, t'as pas le temps. Le week-end, le peu de temps que t'as envie quand même de profiter. Donc, l'entrepreneuriat, pour moi, c'était pas une évidence au début. C'est plus venu par opportunité, je dirais. Et surtout, je pense qu'au fond, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est pas juste se dire oui, j'ai envie de monter une boîte qui va faire de l'argent. C'est plus est-ce que j'ai envie de faire bouger les choses? Est-ce que j'ai envie d'avoir un impact? Alors, bien sûr, tu montes pas un business sans faire d'argent parce que tu ne peux pas vivre. Mais je pense que c'est vraiment le sens que tu as envie de donner à ton projet et ensuite comment tu le monétises. Okay. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Bon, Edge, j'ai eu de la chance, ça a été ma deuxième boîte, ça a été un succès. Il y a forcément des moments de doute, des phases où ça marche moins, etc. Mais voilà. Très bien. Et alors, Edge, qu'est-ce que c'est? Pour qui? Aujourd'hui, comment est-ce que ça fonctionne? Alors moi, c'est vrai qu'au début, je me suis jamais posé la question quand j'ai commencé à avoir énormément de questions, parce que je pense que ce qui a fait la réussite d'Edge aujourd'hui et en partie mon humble réussite, je dirais, parce que j'en suis très loin de où je vais arriver, du niveau que je vais atteindre, mais clairement, c'est que je me suis jamais dit oui, comment je vais vendre quelque chose. C'est plus je vais créer une communauté et je vais démystifier un monde qui aujourd'hui est encore un petit peu tabou. Enfin, tu vois, moi quand j'ai commencé à poster, personne ne savait encore comment bien candidater, personne comprenait un petit peu les codes, comment s'adresser à certaines personnes, comment savoir se vendre, comment réviser. Enfin, il y avait toutes ces choses-là qui étaient un petit peu tabou. Et il y avait déjà des acteurs sur le marché qui étaient très bons. Et puis même moi, je me suis dit, j'ai réussi toute seule, pourquoi les gens ne pourraient pas y arriver? Donc, il n'y a pas de marché, il n'y a rien. Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai commencé à créer une communauté, et on le voit notamment dans le business, mais et tu vois, par exemple, Respire annonce hier un LBO de plus de 150 millions. On voit bien qu'au début, Justine Hutto, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a vraiment leveragé la création de la communauté pour comprendre son besoin et ensuite créer une offre qu'elle a pu leur vendre. En tout cas, alors, elle a plutôt créé un produit. Moi, c'était un service. Donc en fait, au début, j'avais absolument pas de stratégie. Et j'ai juste vu que, oui, les étudiants, ils avaient accès à énormément d'informations. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, les étudiants ne peuvent plus se permettre d'être basiques ou juste bons en technique. Clairement, ils doivent être excellents parce qu'il y a ChatGPT, il y a Claude, il y a l'IA. Vous allez sur Internet, YouTube, machin, vous avez accès à toutes les informations. Mais
ce qui leur manquait, c'était un accompagnement humain et c'était surtout quelqu'un qui les guide au quotidien. Moi, j'aurais adoré à l'époque que quelqu'un puisse me dire, bah, tu vois, déjà, quand tu te prends 4-5 refus d'affilée, que tu comprends pas pourquoi, bah, j'aurais aimé quelqu'un qui me soutienne, c'est pas facile, qui me dise ce que je dois changer, qui m'apprenne les codes aussi, parce que peut-être que du coup, tu fais 5 appels, tu t'adresses mal à la personne, ou tu sais, tu as un peu ce réflexe au début quand tu contactes quelqu'un de préparer une liste de questions, alors que c'est quelqu'un de normal et que tu as juste envie d'avoir une discussion avec lui, un échange. Donc, tu vois, juste qu'on me donne les codes, qu'on me soutienne au quotidien, qu'on me guide aussi, parce que tu vois, on est très ambitieux, on est un petit peu, on se dit, bah, je veux les meilleurs dès le début, enfin les meilleures structures dès le début, alors qu'elles sont pas forcément atteignables. Donc quelqu'un qui m'aide un petit peu à avoir les pieds sur terre. Et donc en fait, c'est en organisant un premier événement en novembre 2023. Je pensais que j'allais avoir 30 personnes. Hein. Il y a 90 personnes qui sont venues. Et c'est là où on m'a demandé, mais est-ce que tu pourrais me coacher parce que moi j'ai besoin de ça. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord. Et donc aujourd'hui c'est de l'accompagnement personnalisé long terme. Nous on fait pas d'accompagnement en dessous de 6 mois parce que je considère que sinon ça ne sert à rien. Ce n'est pas du... Alors c'est en ligne, mais tu vois, moi j'appelle mes étudiants toutes les semaines. Il y en a qui ont des mentors, ils ont 3 lives tous les week-ends, ils ont une vraie stratégie, il y a une vraie communauté derrière. Donc bien sûr, tu as les ressources, mais les ressources, on peut les trouver partout. Tu vois, même les étudiants, même nous, on s'échangeait les e-books à tout va. Donc, c'est vraiment un accompagnement personnalisé. Et il y a un aspect très psychologique que j'apporte aujourd'hui et qui, je pense, fait la différence. D'accord. Voilà. Ça répond à une question que je me posais sur justement la différence qu'il pouvait y avoir avec se préparer avec les outils qui sont performants maintenant, les IA, etc., que les jeunes utilisent. Mais du coup, la vraie force d'Edge, c'est l'humain. Ouais. C'est l'accompagnement humain. Ouais, alors déjà, première chose, tu as touché un très bon point. Je leur apprends, moi, absolument à maîtriser l'IA et les outils. C'est hyper important parce que ça va être inclus dans les process. Hein. McKinsey le fait déjà d'ailleurs. Je déjeunais là avec un partenaire d'une boutique spécialisée dans la tech qui me disait, bah, moi, maintenant, et pareil, hein, Michael Azenko de Cambon, qui disait, bah, un de nos prérequis maintenant, ça va être de voir si les étudiants savent maîtriser ces outils. Donc, je les aide à maîtriser ces outils, enfin, à apprendre à maîtriser ces outils, et surtout, je les aide à automatiser aussi leur révision. Tu vois. Donc moi, je suis absolument pas... Enfin, pour moi, mon business ne sera jamais, si je puis dire, remplacé par l'IA. Moi, ce que je fais, c'est que l'étudiant... Bah, déjà, il y a un échange en permanence. Tu vois, moi, même mes étudiants, maintenant, quand ils vont pas bien, ils m'appellent en pleurs. Bah, ça va pas, qu'est-ce que je fais, tu vois. Donc, c'est vraiment cet aspect humain qui va être différenciant. Et surtout long terme, parce qu'aujourd'hui, on a 2 offres. Une, 1 an. Et une, on accompagne l'étudiant. Notre garantie, c'est qu'on l'accompagne jusqu'à l'obtention du CDI de son choix. D'accord. Voilà, donc c'est pas CDI en audit, hein, si tu veux pas faire de l'audit, mais c'est vraiment celui que tu choisis. Okay. Voilà. Et donc Edge, ça promet un petit peu la méritocratie, disons, des différents étudiants, mais quand on regarde les emplois en banque, en M&A, ça se fait beaucoup sur les 5 plus grosses écoles de commerce. Ouais. Est-ce que, à ton sens, c'est quelque chose qui a vocation à bouger? Est-ce que Edge, ça participe à ça aussi? Ouais, alors déjà, première chose... Et tu vois, je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre le coaching premium qu'on fait payer, tu vois, parce que c'est un service, et l'accès à l'information. Moi, je fais payer l'accompagnement, je ne fais pas payer l'information. D'accord. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et en tout cas, c'est quelque chose que j'ai essayé d'apporter, c'est quelque chose que je continue, en tout cas, que je continuerai d'apporter, c'est structurer les informations, l'abondance d'informations et donner des stratégies. Moi, j'ai plein d'étudiants qui me disent bah, merci parce que grâce à toi, j'ai compris comment faire. Je leur donne la stratégie. Si après, tu es capable de l'implémenter tout seul, c'est super. Let's go. Tu vois, moi, je suis même pas tu vois, la première à dire je vends absolument. Tu vois, je vends très peu mon offre. Je suis pas très sales dans ce sens-là. Et forcément, tu vois, c'est aussi un investissement. Je veux dire, un étudiant, et j'adorerais, tu vois, que les écoles rendent ça gratuit, parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est le rôle des écoles au prix qu'on paye, enfin, que vous payez, parce que ça a augmenté. Je crois qu'on passe à plus de 60 000 euros toute la scolarité. Non, toute la scolarité. Selon les écoles, oui. Selon les écoles. C'est normalement aux écoles de donner accès à cette stratégie, à cette information. Ce qui n'est pas le cas, c'est pour ça qu'aujourd'hui on bosse avec beaucoup d'écoles. Moi, forcément, c'est celui qui va investir, c'est celui qui va faire des efforts, c'est celui qui va travailler le plus, donc cet aspect méritocratique-là, qui va avoir les meilleures structures. Après, oui, je suis d'accord avec toi, aujourd'hui en France, notamment, on est encore dans un système trop élitiste,
où forcément, il y a certaines banques qui vont privilégier le top 3 ou le top 5 et qui donc, forcément, tu prends un Lazare, il va regarder, si tu n'es pas du top 3, tu passes pas les screenings. Cependant, par rapport à moi à l'époque, alors, il y a plus de candidatures aujourd'hui, mais je trouve que même les écoles un petit peu en dessous, tu vois, moi j'ai plein d'étudiants, j'en ai de TBS, j'en ai de Kedge, j'en ai de GEM, qui arrivent à avoir du M&A dès la première partie de césure, parce qu'ils ont, déjà c'est une question de timing, d'anticipation, et parce que, tu vois, à l'époque, et même maintenant, on se focalise que sur les grosses, mais le but c'est de mettre un premier pied dans le milieu, et après c'est toute une question de réseau, de comment tu vas te vendre, de comment tu vas potentiellement sourcer un deal. Donc, il y a un aspect très méritocratique dans le travail et la discipline que l'étudiant et la résilience, je pense, qu'il va mettre en place pour aller chercher son opportunité et juste pas procrastiner, parce qu'il y a des étudiants d'HEC qui rentrent et qui se disent j'ai HEC, donc les opportunités viendront à moi. Pas du tout. Et en plus, c'est généralement pas les plus performants. Et puis, tu as malheureusement le système encore aujourd'hui où on donne accès à trop d'informations, on ne la structure pas. Et en plus, on est encore basé sur tu viens pas de cette école, donc je ne te screenerai pas. Donc, c'est un petit peu ambivalent. Moi, la méritocratie, c'est qu'au bout d'un moment, tu vois, si l'État demain me paye pour faire toutes ces choses-là, grand volontiers, tu vois. Mais aujourd'hui, je fais payer l'accompagnement et pas l'information. D'accord, très clair. Et pas la stratégie non plus. Parce que, voilà. Et tu le disais, tu es encore loin de là où tu veux être. Déjà, pas d'un point de vue personnel, propre à Edge. Où est-ce que tu vois Edge dans 3 ans? C'est quoi le but, la volonté derrière? Ouais, bien sûr. Alors déjà, comme je te disais, aujourd'hui, Edge, je considère que c'est un peu comme une prépa, tu vois, en plus de l'école de commerce ou école d'ingé. Mais moi, j'aimerais vraiment l'institutionnaliser, tu vois. Comme je t'ai dit, mon rêve, c'était de créer une école, donc vraiment de devenir la référence du coaching en finance, ou en tout cas, petit à petit, on va se développer, tu vois, dans d'autres BU, mais en tout cas, voilà, devenir la référence en France. On commence à s'internationaliser pas mal et être pas mal présent au Royaume-Uni, donc là, au Canada aussi, donc le but, c'est d'aller taper aux États-Unis et surtout en créant des partenariats, parce que forcément, c'est en créant des partenariats, c'est bien ce que j'ai appris dans le business, qu'on grossit plus vite. Et potentiellement, tu vois, entre 3 et 5 ans, viser un exit. Alors, soit se faire racheter potentiellement par un fonds, soit par un plus gros acteur. Mais voilà, c'est un petit peu ça l'objectif final. Mais en attendant, la seule chose pour laquelle je me bats, en tout cas tous les jours, et c'est vraiment de permettre aux étudiants qui veulent faire ce métier d'y accéder du mieux possible. Et par contre, en parallèle aussi, permettre aux gens... moi, j'ai pas envie de faire miroiter que le grand rêve des investment bankers et de la banque. Moi, je suis très transparente là-dessus. Je dis la vérité et je pousse personne à faire du M&A. Mais par contre, je veux laisser l'opportunité et le choix de pouvoir accéder à ce genre de job. Voilà. Et tu parles parfois de sentiment du syndrome de l'imposteur. Ouais. Pourquoi ? Et est-ce que c'est encore d'actualité, toi, dans tes différentes activités aujourd'hui ? Ouais, alors le syndrome de l'imposteur, c'est vrai que je l'avais pas forcément perçu, mais à force de parler avec les étudiants en règle générale, on me dit souvent, je me sens pas légitime d'aller contacter quelqu'un parce que je ne vais rien lui apporter, ou parce que, je sais pas, tu vois, il est VP, il est director, ou même un asso, il a déjà fait 5 ans M&A, qu'est-ce que je vais lui apporter ? Et en fait, c'est là où on oublie un petit peu l'aspect humain, je pense. Ce sont des personnes qui sont passées par là. Moi, j'aime bien dire à mes étudiants, tu vois, c'est des gens qui font la fête, qui voient leurs amis, ils vont tous aux toilettes aussi. Enfin, on est des gens normaux, ils veulent juste avoir une discussion, un échange et voir si on va bien s'entendre parce que potentiellement, vous allez bosser jusqu'à 3-4 heures du matin tous les jours. Donc, si tu t'entends pas avec ton collègue à 3 heures du matin, déjà que tu es fatigué, ça le fait pas. Syndrome de l'imposteur, c'est vraiment ça. C'est juste de se dire... c'est comme si j'allais à un rendez-vous, à un date, je prends un café avec quelqu'un que je connais pas. Je dois juste être moi-même et en fait prendre de la distance aussi et se dire il y a des gens avec qui tu vas matcher, il y a des gens avec qui tu ne vas pas matcher. Et juste se dire moi j'ai un objectif, je le visualise et je vais tout donner pour y arriver. Donc je vais mettre en place des stratégies, je vais mettre en place des choses qui vont me permettre de l'atteindre. Mais un petit échec ne veut pas dire que c'est moi le problème ou que je n'intégrerai jamais ce milieu.
Donc, je vais vraiment faire un travail psychologique là-dessus. Et oui, en effet, le syndrome de l'imposteur, il est toujours chez les étudiants, et surtout quand on commence. Après, quand tu as un petit déblocage et tu acceptes à te prendre 1, 2, 3 portes, après, tu y vas, tu fonces. Et je pense que c'est aujourd'hui, au bout d'un moment, aujourd'hui, si tu n'acceptes pas de te prendre des portes ou que tu n'essayes pas, tu n'y arriveras jamais. Donc moi, c'est vraiment cet état d'esprit-là que je transmets à mes étudiants. Parfois, je les force vraiment à le faire. Et moi, syndrome de l'imposteur, forcément, oui, tu sais, je pense qu'on l'a toujours parce que il y a toujours plus grand que toi. Forcément, il y a des années, tu vois, moi, il y a des mois où j'ai pas forcément atteint mon objectif, donc je me remets beaucoup en question. J'ai quand même 30 freelances à charge, en tout cas avec qui je travaille. Donc, tu vois, il y a beaucoup d'humains dans ce que je fais. T'as toujours un petit peu l'impression de ne pas être à la hauteur. En tout cas, moi, c'est ce que je travaille aujourd'hui avec ma coach, parce que moi aussi, je me fais coacher. Je pense que c'est très important. Après, ça se travaille, tu vois. Syndrome de l'imposteur, ça ne m'empêchera pas de me dire que je peux demain, s'il y a Bill Gates dans une salle, je vais y aller. Parce que moi, je vois toujours l'opportunité après. S'il me dit non aujourd'hui, il me dira oui demain. C'est pas grave. Mais il faut juste pas que j'arrête de visualiser mon objectif. Et c'est comme ça que je mets un petit peu de côté ce syndrome de l'imposteur qui pourrait me mettre des barrières. D'accord. C'est le conseil que tu donnerais pour s'émanciper de ce sentiment, rester focus sur son objectif et... Ouais, et essayer. En fait, c'est comme en sport, c'est comme... tu vois, quand t'étais petit et que tu commences à apprendre à faire du vélo, quand tu commences à marcher, ou si on te jette dans l'eau, là, il faut que tu te débrouilles pour nager. Bon, au début, tu vas tomber 1 fois, tu vas tomber 2 fois. Après, la 3e fois, tu vas réussir à faire quelques mètres. Après, tu vas retomber. Tu vois, c'est vraiment cette résilience-là. Et se dire, franchement, en prenant un peu de recul, tu ne joues pas ta vie. C'est pas grave, si c'est pas ce stage, ça sera un autre stage tant que tu travailles. C'est comme le sport, c'est comme tout. Moi, je pense qu'il faut vraiment juste, au bout d'un moment, s'écouter, essayer de s'inspirer des meilleurs et accepter l'échec. Et avec le travail, ça viendra. Enfin, moi, en tout cas, j'y crois profondément à ça. D'accord. Et si là, un étudiant qui entend ton discours, Ouais. il comprend qu'il y a un intérêt de s'entourer de bonnes personnes ou d'aller vers des personnes qui les rapprochent de leurs objectifs, c'est quoi pour toi les premières étapes pour arriver à ça? Parce que tu disais, du coup, tu avais démarché des personnes qui étaient un petit peu comme ça, au culot un petit peu. Comment s'y prendre concrètement quand on est étudiant? Ouais, alors je pense que on peut prendre l'exemple du stage, qui est le truc le plus simple, en tout cas le plus convoité par les étudiants. Je pense que forcément, dans un premier temps, aujourd'hui, on a quand même LinkedIn et les mails. On a des outils qui nous permettent d'automatiser les séquences d'envoi. On a des outils type Apollo qui nous permettent d'avoir accès aux mails. Vous avez le réseau Alumni. Ça, je ne sais pas les écoles comment elles mettent ça en place, mais je crois que c'est encore un petit peu bancal. Donc en fait, aujourd'hui, tu vois, c'est tellement plus simple. VS avant, où tu devais... Moi, je me souviens, je me pointais en bas des bureaux et j'attendais que quelqu'un descende. Enfin, t'imagines la honte. Et je me suis pris des portes, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi, tu vois. Donc déjà, on a les réseaux qui nous permettent quand même d'avoir accès plus facilement aux gens et d'accepter un peu plus l'échec ou la porte que tu vas te prendre. Donc dans un premier temps, tu vois, contacte des gens avec qui potentiellement tu seras le plus à l'aise. Des personnes que tu connais, donc tes alumni, ça peut être des gens de ton asso, ça peut être, moi j'aime bien dire aussi, des personnes qui sont de ta même nationalité. Tu vois, moi je suis italienne, donc forcément, mon premier réflexe, c'est d'aller envoyer un message en italien aux Italiens qui sont à Londres. Parce que tu as ce sentiment communautaire. Donc d'abord, contacter aussi qui respectent ces critères-là et des personnes plus jeunes, je pense, donc des stagiaires, des analystes qui sont passés par là récemment et qui donc seront capables de le comprendre. Et aussi, je pense que la façon dont tu vas contacter quelqu'un, faut arrêter de croire que les gens en finance, ils sont coincés, rigides et qu'ils sont pas normaux. En fait, quand quelqu'un, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment réalisé quand j'étais en sales, si tu bosses 15 heures par jour et que tu reçois 40 messages par jour, et que tu reçois 40 messages d'inconnus et que le message se ressemble partout, est-ce que tu vas répondre alors que la personne que tu ne connais pas te demande un service? Tu ne répondras jamais. Donc en fait, il faut juste être spontané. Alors, il faut être professionnel, parce que, bien entendu, on est dans ce cadre-là. Mais juste être spontané, juste montrer qu'on s'est renseigné, donc toujours avoir dans son message le hook, que j'appelle ça le hook comme en marketing, mais cette phrase d'accroche qui montre que je te contacte toi et pas quelqu'un d'autre. D'accord. Parce que ce sont des gens qui adorent parler d'eux, ce sont des gens qui adorent partager aussi, tu vois, malgré tout.
Donc déjà commencer par ça. Et puis quand on est un peu plus à l'aise, quand on a réussi à prendre quelques appels, quand on a réussi à créer du lien, tu vois, et rebondir aussi sur ce qu'on dit. Je vois trop d'étudiants qui préparent une liste de questions et qui rebondissent pas. Alors qu'en fait, peut-être que dans ma réponse, je t'ai tendu une perche qui potentiellement peut m'emmener à créer un lien avec toi et déclencher mon envie de te mentorer. Pour moi, les calls comme ça, c'est de la psychologie et de la manipulation saine. Voilà. Donc, c'est juste de convaincre la personne de t'aider. Et après, quand tu te sens un peu plus à l'aise, aller contacter les plus seniors. Et tu vois, quand tu as déjà cette aisance-là au téléphone, après aux événements, tu vois, c'est bête, mais autour d'un buffet, c'est beaucoup plus simple. Parce que tu prends, je sais pas, la petite tartine. Alors, elle est Bien bonne, sûr. tu vois. Tu as plein de petites techniques comme ça, mais voilà, commencer d'abord le plus tôt possible aussi. Oui. Ouais, quand tu rentres en école, c'est le mieux. D'accord. Voilà. Et cet état d'esprit que tu as, donc audace, résilience, est-ce que tu le tiens? T'en parlais, tu as fait du sport à haut niveau. Ouais. Est-ce qu'il y a un parallèle qui se crée entre tes activités entrepreneuriales, le sport? Ouais, alors c'est une bonne question. Moi, j'ai beaucoup d'anciens sportifs de haut niveau aussi. C'est vrai Ok. que où tu vois des étudiants qui ont fait du piano ou qui sont dans des programmes talent, il y a quand même cette discipline, cette résilience, cette vision de l'échec qui est quand même assez différente. Moi, je pense qu'après, ça vient ça vient de beaucoup de choses. Ça vient de ton contexte, du contexte dans lequel tu as grandi, évolué. Ça dépend, je pense aussi, de ton éducation. Ça dépend voilà, si tu as fait du sport ou non. Moi, je sais que c'est le sport de niveau qui m'a beaucoup drivé. Ça a été aussi mon contexte familial un peu compliqué qui a fait que, je pense, m'a poussé à avoir cette revanche sur la vie et surtout dans l'entrepreneuriat, je pense. Et cette envie d'être indépendante, surtout. Mais voilà, je dirais que moi, c'est en partie le sport qui m'a beaucoup aidée. Et surtout, ça m'a appris la définition du sacrifice, l'accepter, la recevoir et ensuite voir en fait que derrière chaque effort, il y a une réussite, même si à l'instant T, on ne l'a pas. La patience aussi, je pense que c'est hyper important aujourd'hui dans un monde où en vrai... tu vois, on a accès à l'information comme ça, d'un coup. On veut tout de suite, trop rapidement. Si on nous donne pas ce qu'on veut dans la seconde, ou si on n'a pas autant d'argent qu'on veut dans la seconde, on se plaint, on n'est pas heureux, on n'est pas content. Mais aujourd'hui, en prenant du recul, tu vois, et moi je m'en suis rendu compte cette année, hein, j'ai 27 ans, tu vois, à partir du moment où tu as la santé, où tu as un toit, où tu as quand même, tu vois, un bon entourage, c'est déjà beaucoup, tu vois. Et je pense que c'est lâcher prise aussi par rapport à tout ça qui m'a aidé à en être là aujourd'hui, ouais. D'accord. Ouais. Tu as l'exemple d'une anecdote, que ce soit dans le Ouais. sport ou autre, qui t'a formé sur quelque chose? Ouais, alors je pense que c'était... alors déjà, je pense ne jamais lâcher. Donc moi, j'ai commencé l'équitation, j'avais 3 ans, tu vois. Les compètes, j'ai commencé quand j'avais 6 ans. Et vers mes 10 ans, dans ma tête, je me suis dit, il faut que j'ai un cheval. Enfin, il y a pas de... Ok. je veux un cheval. Il y a pas de... Tu sais, c'est comme dans chaque chocolaterie, papa, je veux un poney. C'était moi, un petit peu. Et donc moi, mes parents m'ont dit, mais je pense pendant 4 ou 5 ans, ils m'ont dit non. J'ai dit, Ah oui. je sais que je l'aurai. Donc, vous allez dire oui. Donc, tous les soirs, j'ai créé mes histoires. J'ai écrit un petit livre quand j'étais petite sur pour moi et le cheval. Je faisais des PowerPoint, je faisais des présentations sur le tableau. Je leur montrais en quoi ça allait être un bon investissement. Enfin, j'étais un peu folle là-dessus. Donc, ça a été la première chose où je me suis dit, quoi qu'il arrive, je ne lâcherai jamais tant que je veux quelque chose. Enfin, je sais que si je veux quelque chose, je l'aurai tant que je me donne les moyens. Donc, ça, c'était un peu le premier événement. J'ai eu mon cheval à force de négocier, de travailler aussi pour avoir un petit peu d'argent enfin, c'est plutôt mes parents qui m'ont aidée, on va dire, dans ce sens-là. Et donc, j'ai mon cheval, un cheval très jeune, enfin, donc elle n'était pas formée du tout. Mon objectif, c'est de faire les championnats de France. Elle avait 3 ans quand je l'ai eu, donc très jeune. Et je savais qu'après le bac, j'allais arrêter parce que moi, c'était les études, dans tous les cas, la priorité. Et l'année des championnats, j'ai eu beaucoup de mal à me qualifier. J'ai eu un très très gros accident, un très 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 gros. Mon cheval a été immobilisé pendant plusieurs semaines. Moi, j'ai trauma crânien. Bref, perte de connaissance. C'était 4 mois avant 3 mois avant les championnats de France. J'arrive à me qualifier. Donc, c'était, tu vois, 2 semaines après, j'avais déjà la qualification, Dieu merci. Et franchement, je me suis dit, j'attends rien de ces championnats.
toute façon, c'est mort. Je pense que j'aurais pas grand-chose. Même si j'avais beaucoup travaillé, c'était cette frustration où je me suis dit, c'est quand même très injuste. Parce que j'ai travaillé, j'y allais tous les jours, je sortais jamais, je voyais très peu de gens, j'étais très focus. Et en fait, j'ai été championne de France le jour où j'ai passé l'épreuve. Et c'était un moment où je dirais, c'est la première fois où j'ai été fière de moi. Et où je me suis dit, en fait, quoi qu'il arrive, même si je vais me prendre des murs, même si je vais me prendre des portes, même si ça va pas être facile, je sais que je vais y arriver, je peux y arriver. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai eu confiance en moi. Je pense que c'est important de le dire. Mais cette capacité à passer à l'action coûte que coûte. Et c'est vraiment ça, la confiance en soi, c'est être capable de passer à l'action et de ne pas avoir peur. Donc voilà. Super intéressant. Et avec résilience, du coup, comme Ouais. tu en parlais. Bah, faut accepter de toute façon. Ça fonctionne dans plein de domaines. Ça, on rejoint ce que tu disais tout à l'heure, même se créer les opportunités, démarcher les gens ou quoi. Ouais, clairement. Là, pour un étudiant qui a envie de partir sur une carrière en M&A, ouais. Oui, on va rester sur la M&A. Ouais. Ok. Du coup, tu as parlé du début, s'entourer des bonnes personnes. Ouais. Quelle ligne directrice tu donnerais, qu'il soit d'une grande école ou d'une école plus faible? Comment est-ce qu'il devrait s'y prendre de A à Z pour fonctionner en M&A? Ouais, alors déjà, je pense que, comme je le disais, dès son arrivée, parce que tu vois, en fait, première chose, je pense, tu vois, quand tu arrives j'imagine que vous arrivez en première grande école, donc en L3, tu vois, pour la plupart. Déjà, faut pas se précipiter et il faut vraiment essayer de faire ce travail et juste de se recentrer, de se poser des questions sur ce que vous voulez vraiment. Parce que quand on arrive en école, tout le monde vous parle de M&A, tout le monde vous parle de sales and trading, tout le monde vous parle de conseil strat, tout le monde vous parle de marketing chez LVMH, dans le luxe, mais personne vous parle d'autres jobs, tu vois, qui sont tout aussi bien payés. Ou, tu vois, moi j'ai un pote, au début, on l'a matrixé avec la finance, et au final, il s'est rendu compte que sa passion, c'était la data, tu vois. Et il a attendu de faire un premier CDI où il a fait un burn-out pour se dire, mais en fait, c'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux faire de la data. Et aujourd'hui, il est très épanoui, il est manager. Donc déjà, je pense que la première chose, même si c'est compliqué, c'est vraiment se poser, essayer de faire un petit peu abstraction, tu vois, de ce qu'il y a autour et de ce qu'on va pouvoir nous dire. Et de se dire, OK, genre, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, aller se renseigner. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, on prend pas assez le temps. On vit dans un monde où tout va vite. Donc, on prend pas assez le temps d'écouter peut-être un podcast d'un entrepreneur, tu vois, ou d'un mec qui a fait, je sais pas, moi, qui a bossé dans la data ou dans l'IA ou qui a fait sales, tu vois. On prend pas le temps. On arrive, on nous dit, OK, le M&A, ça te donne full argent, donc vas-y. Bon, pour un étudiant qui est sûr de vouloir faire du M&A et qui est conscient de tout ce qui l'attend, à savoir les horaires à rallonge, à savoir les week-ends où tu vas dire à ton copain ou ta copine ou tes potes, bah, désolé, je viens pas bruncher parce que je dois passer des comments. Des soirs où tu t'engages à un dîner et en fait, au final, tu dois dire non parce que ton client t'a envoyé des comments à passer aussi. Donc ça, faut en avoir conscience. Déjà, première chose, donc quand tu arrives en L3, c'est, comme je disais, déjà, tu fais ton profil LinkedIn, tu fais ton bon template CV et tu commences à contacter des gens. Voilà, peu importe, tu contactes en France, à Londres, où tu veux. Ne serait-ce que même pour te renseigner sur le métier, je pense que la base, déjà, c'est comprendre le métier. Tu vois, il y a plein de podcasts aujourd'hui, de vidéos. Déjà, se renseigner sur le métier pour comprendre ce qui vous attend, pour pouvoir se projeter. Parce que si tu montres que tu te projettes, tu rassures le recruteur en face de toi. Et ça va te donner, dans tous les cas, beaucoup plus confiance pour passer à l'action. Ensuite, quand tu es sûr de vouloir faire ça et d'avoir contacté quelques personnes, tu regardes un petit peu en fonction de ton école pour être réaliste, tu vois, et savoir où est-ce que tu jauges l'effort, tu vois, et sur quelle structure. Tu regardes un petit peu, c'est très facile, tu tapes M&A Analyst Intern dans ta barre de recherche LinkedIn, tu mets ton école et tu fais un petit benchmark des structures qui ont recruté des personnes de ton école. D'accord. Ça, tu sais que sur cette liste-là, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à pousser ta candidature et donc faire arriver ton CV, enfin faire en sorte que ton CV arrive sur le bureau de la RH. Ça, très important, ne jamais attendre que l'offre sorte, c'est déjà trop tard. C'est considérer qu'une offre sortie, c'est un peu comme du marketing. Sauf les process Spring, Summer, dans les bulge brackets et les boutiques, c'est assez processisé. Mais sinon, grosso modo, le CV, tu vois, tu peux le faire passer 1 an en avance sur le bureau de la RH et l'offre, elle sort 4 mois avant le début de stage, tu vois. Donc ça, c'est l'anticipation aussi. Donc quand tu as ta liste de structures, tu vois, tu anticipes. Tu commences à contacter des opérationnels dans la structure, tu personnalises tes messages, tu prends des premiers appels pour te sentir plus à l'aise et très important, tu
tu apprends aussi à structurer ton appel. Le but, c'est pas seulement de prendre des informations, c'est de closer. Pour moi, c'est un call sales. C'est je me vends, tu vois, et je ne demande pas un service. Le mec qui m'appelle et qui me dit « Bonjour, je cherche un stage en juillet, comment ça se passe ?» Ben, je prends pas l'appel parce que j'ai pas envie de t'aider. Mais un mec, tu vois, qui dit « Ok, je vais d'abord me renseigner sur la personne. » Donc, lui poser des questions sur son parcours, montrer que je me suis renseignée. Puis ensuite, je vais rebondir, je vais parler de la culture de l'équipe. Je vais dire, ah, mais ok, trop bien, ça me tente bien. Comment tu travailles avec les stagiaires tu bosses avec combien de stagiaires? Est-ce que tu bosses avec qu'un seul? Est-ce que toi, quand tu étais stagiaire, tu bossais avec les plus seniors? Enfin, tu vois, tu rentres vraiment dans la culture de l'équipe. Et après, tu montres que tu te projettes. Et c'est au moment où tu montres que tu te projettes que tu peux dire, tu vois, au bout d'un moment, tu vois, ça devient une discussion. Et on a envie d'aider l'étudiant. Tu vois, et c'est là où tu dis, bon, bah, ça m'a vraiment motivé, merci beaucoup pour l'appel. Écoute, je sais que je m'y prends peut-être un peu trop en avance, mais est-ce que tu pourrais me donner quelques conseils? Parce que moi, justement, je veux continuer, ou en tout cas, où je veux débuter ma carrière en M&A. Notre échange m'a beaucoup plu et m'a beaucoup motivé pour rejoindre X, donc la banque. Est-ce que tu peux me guider un petit peu sur comment ça se passe au niveau des process? Et là, tu peux lui demander le service. Tu vois, et si normalement l'appel se passe bien, t'es même pas... Enfin, il va te dire, bon, bah, envoie-moi ton CV ou reviens vers moi dans 3 mois. Mais au moins, tu te le notes dans ton agenda et tu sais que tu pourras recontacter cette personne. Tu te crées ta base de données le plus tôt possible. Tu as ton propre CRM de contact. Et après, bien entendu, en parallèle, bah, bien bosser la technique, parce que ça prend quand même du temps. Aujourd'hui, pareil, hein, on demande à Claude ou à ChatGPT, mais si tu promptes mal, la réponse, elle est mauvaise. Si tu apprends par cœur tes e-books, bah, t'es middle, voire nul, donc tu passeras pas à la prochaine étape. Et comme je le disais aussi, c'est comprendre les attentes d'un analyste. Tu postules pour un poste de stagiaire, mais tu dois montrer que tu réfléchis déjà comme un analyste. Donc c'est cette anticipation et cette posture que tu dois incarner. Et le fit aussi, hyper important, parce que généralement, beaucoup d'étudiants me disent « Oui, je suis allée jusqu'au 2e, 3e tour, mais on a préféré quelqu'un qui avait de l'expérience. » Mais en fait, non, si tu passes à l'entretien, et c'est pour ça que j'aime bien rebondir sur l'aspect de la méritocratie, quand tu arrives en école, ah oui, tu peux avoir des contacts et tout, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais on part tous à peu près sur la même ligne de départ. Il y en a qui vont travailler plus, il y en a qui vont être meilleurs. Voilà. Bien sûr, les contacts, ça t'aide un petit peu, mais ça fait pas tout. Si t'es mauvais, t'es mauvais. Tu peux être Moi, j'ai une anecdote là-dessus, mais tu peux être le fils d'un grand entrepreneur qui connaît tout le monde, tu rentreras pas. Moi, j'ai un étudiant, c'est le fils de quelqu'un de très important au sein d'Amundi. Il a pas pistonné, tu vois. Ah oui. Donc ça, c'est hyper important d'en avoir conscience. Et donc, comme je disais, voilà, le fit, c'est important parce que quand tu vas être en entretien, c'est montrer que tu as la maturité, que tu as la bonne posture. Et donc, c'est ça, en fait. C'est quand on te dit que tu n'as pas assez d'expérience alors qu'on te propose un entretien et que tu as passé plusieurs tours, c'est juste que tu n'as pas la posture. Et que tu vois, on va tester ton stress, on va tester ton regard, on va tester comment tu comment tu te déstabilises. Si tu te présentes et que je te pose 49 x 51 et que tu sais pas répondre ou tu fonds, bah là, ça va me poser problème. Tu manques d'expérience. Parce que face à un client, peut-être que le client, il va te lyncher sur ta présentation. Peut-être qu'il va te poser une question en plein milieu de ton pitch. Bah, toi, tu dois rester carré, avoir la bonne posture et pouvoir répondre. Donc, c'est vraiment ça que je recommanderais. Et puis, bien sûr, savoir se vendre, aller regarder ce qui se passe ailleurs, surtout aussi. Parce que le monde va vite. Donc, c'est pour ça que le marché du travail évolue très vite aussi, tu vois. Donc, il faut rester à jour. On sent que tu as très largement expérimenté tout ça. Ça a beaucoup de valeur, c'est très concret ce que tu dis. On a parlé de ton parcours. Est-ce qu'on parle de tout ça? Question que je me pose. Tu as un projet un peu fou que tu gardes en tête, peut-être que tu as envie de faire émerger un jour, quelque chose en particulier ou un rêve? Ouais, alors moi je pense que ça n'a rien à voir avec... Alors c'est sûr qu'on pose souvent la question, est-ce que tu vas monter d'autres boîtes? Alors je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, ma mission, c'est Edge, c'est l'éducation. Et je sais que c'est un secteur qui me passionne. Je pense que c'est pour ça que je suis plutôt forte là-dedans. Je sais que je continuerai dans l'éducation. Donc, comme je te l'ai dit, moi, mon rêve, c'est d'ouvrir 1, 2, 3, 4 écoles. Donc ça, c'est un premier rêve. Mais peut-être un rêve qui n'a rien à voir avec le business, qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat et qui me manque aujourd'hui au quotidien et qui... a beaucoup fait partie de moi et qui en fait encore partie, c'est l'équitation forcément. Donc moi, franchement, si je pouvais, j'ouvrirais mon hara, j'aurais mes chevaux, je reprendrais la compète à fond. Je pense que ça c'est un grand rêve un petit peu fou que j'ai, que je pense que je réaliserai, pas tout de suite, mais plus tard, ouais. Bah, je te le souhaite. Voilà. Merci. Super. Voilà. Est-ce que tu as peut-être un mot à faire passer au global,
que tu n'as pas abordé ou pour résumer aux étudiants Ouais, qui nous regardent peut-être? ouais, je pense que déjà, comme je le disais, c'est vraiment... Enfin, déjà, première chose, quand on rentre dans une école, tu sais, parfois, on est un petit peu déçu des résultats. Moi, j'en ai plein, là, tu vois, qui ont eu leurs résultats et qui me disent, mais comment je vais faire? J'aurai jamais rien, etc. J'aurai pas les banques que je veux. Moi, justement, je pense qu'aujourd'hui, on tend vers un système où l'école ne fera absolument pas tout. Elle ne fait pas tout. Elle reste encore importante. Pour moi, c'est juste un petit passeport. Mais si, tu vois, moi, j'ai un étudiant qui est d'Audencia et qui bosse tellement, je suis convaincue. Alors oui, il aura peut-être pas JP Morgan en première partie, c'est sûr, mais je suis convaincue qu'il y arrivera. Donc, D'accord. ne vous mettez pas de barrière. Ne pensez pas que tout est perdu d'avance. Vraiment, ayez votre objectif, comme je l'ai dit. Donnez-vous à fond. Mettez en place votre stratégie. Créez votre réseau. N'ayez pas peur. Et allez saisir l'opportunité. Voilà. Essayez aussi, je pense, deuxième conseil, c'est de voyager. C'est un peu con ce que je vais dire. Alors, peut-être pas aller voyager et faire n'importe quoi et tu vois, aller à Cancun ou je ne sais où, faire la fête. Mais aujourd'hui, tu vois, par exemple, en Chine, il y a énormément d'avancées, tu vois, d'un point de vue IA. Même les étudiants, tu vois, ou même tu vas aux US, il y a énormément d'avancées qui se font. Donc, à défaut de voyager, tu vois, avec son sac à dos, prendre l'avion, bah, ne serait-ce que même voyager dans l'information. Tu vois, pas juste se cantonner à ce qui se passe là dans ton microcosme, mais voir ce que les gens meilleurs que toi font pour pouvoir justement être à la page. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'IA, tu vois, on peut créer tellement de choses. Même un jeune qui arrive en école peut faire, tu vois, de l'argent ou peut créer un projet beaucoup plus facilement qu'à l'époque. Donc ça, c'est ne pas avoir peur d'aller voir ce qui se passe ailleurs, je dirais. Et la troisième chose, ça c'est peut-être un petit peu plus spirituel ou peut-être un petit peu plus psychologique, tu vois, mais je pense que c'est important rapidement de juste s'écouter, essayer de faire vraiment cette introspection-là, de pas faire des choses pour les autres, mais les faire pour soi aussi. Et juste, tu vois, c'est bête, mais il y en a plein qui font pendant 5-6 ans des jobs qu'ils n'aiment pas du tout. Parce qu'on leur a dit que c'est ça qu'il fallait faire ou parce que c'est ça qui était le métier le plus ambitieux ou le mieux payé. Donc vraiment, essayer de s'écouter, de faire cette introspection le plus rapidement possible, même si c'est pas parfois très dur, parce que tu te rends compte de certaines choses, tu te dis merde, je me rends compte de ça, j'ai 23, 24, 25 ans. Mais en faisant vraiment cette introspection-là, c'est comme ça je pense qu'on débloque plein de choses. C'est comme ça qu'on peut créer énormément de projets. Moi, depuis que je fais ça, j'ai multiplié par 2 mon business. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'encourage les jeunes à faire. Et pas se précipiter non plus. Pas aller aussi vite que les réseaux sociaux. Parce qu'on peut rater certaines choses qui peuvent ensuite découler vers de grandes opportunités. D'accord. Donc, voilà. Une introspection, aller vers ce qu'on aime, oser Ouais. enfoncer les portes et voyager. Ouais, exactement. Super, merci pour ce partage. Merci à J'ai toi. une petite dernière question qui est un peu tradition sur les épisodes Bien des sûr. Voltigeurs. Ouais. C'est qui est-ce que tu aimerais tout simplement voir sur le prochain épisode des Voltigeurs? Ah, c'est intéressant ça. Oh, il y en a plein, je pense que vous pourriez inviter qui peuvent être cool, tu vois. Mais ouais, je pense qu'il y a. Alors, plusieurs. Je pense qu'il y en a un sur l'expertise IA, tu vois, et la façon dont ça évolue. Je dirais Martin Pavanello, après c'est mon meilleur ami, fondateur de Mister IA. Bon là, ils ont LBO, donc très très fort. Et surtout, ils ont une vision de l'IA et le lien qu'ils font avec les métiers qui sont assez intéressants. Donc je dirais ça. Moi, j'ai un entrepreneur que j'aime beaucoup aussi parce qu'il a ce côté aussi très spirituel et très business. Guillaume Moubèche, très intéressant. Plus finance, forcément, je vais pousser Ziad aussi, forcément. Pierre Chartier, qui, pour moi, a réussi à démystifier une niche. Tu vois, en partant sur du comique, mais il a réussi ensuite à sortir du comique pour en faire pour faire un énorme projet. Donc ça, je trouve ça hyper smart. Je dirais que c'est les 3 personnes très cool qu'il faudrait avoir. Après, on a plein d'autres, tu vois. Mais je dirais qu'en tout cas, pour les jeunes, ces 3 personnes-là pourraient être utiles, ouais. Bah écoute, merci pour ça. J'en ai eu 3 ouais. pour plus d'une question. Exactement, je parle beaucoup. Non, mais super. Bah écoute, merci infiniment, Chiara, pour ce partage. Merci beaucoup à toi, enfin à vous, du coup.